Salut à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast de Paris Basketball Air. Toujours ravi de vous retrouver pour un nouveau podcast. Le programme aujourd'hui, non pas deux, mais trois matchs qui sont à débriefer dans cet épisode. Trois matchs qui sont enchaînés, parce qu'ils sont joués en 5 jours. C'était Quimper vendredi, Rouen dimanche et Vichy-Clermont mardi. Trois matchs, trois victoires qu'on aura un plaisir de débriefer avec Lilian aujourd'hui, seul avec moi. Salut Lilian. Salut Fabien. Comme on le disait un petit peu là en off, juste avant de démarrer, enfin de la constance dans cette équipe. Et ça fait plaisir. C'est peut-être un peu tard, mais au moins elle est là. Voilà, c'est peut-être un peu tard, c'est peut-être ça le problème. Comme d'habitude, je vous rappelle avant de démarrer, vous pouvez nous suivre sur nos réseaux sociaux, @ParisB-8OnAir sur Twitter, Paris Basketball Air sur Facebook et sur Instagram. Il y a le site, comme d'habitude, avec toutes les infos, toute l'actualité du club, parisbasketball-onair.fr. Et nous, on commence tout de suite. Paris Basketball On Air saison 2, épisode 21, c'est parti. Yo yo yo, ici c'est ton bouc d'Andiguel pour Paris Basketball en air. C'est là que ça se passe si tu veux l'actu, cousin. Si. Et voilà, comme on vous le disait, il y a trois matchs aujourd'hui. Alors on va faire un gros pêle-mêle des trois rencontres. On va pas débriefer un match par un match. Parce que c'est plutôt ce qu'on se disait aussi, c'est qu'il y a une vraie tendance qui commence à se dégager de cette équipe depuis plusieurs semaines et qui s'est vraiment confirmée sur ces 5 jours. Je rappelle juste les scores avant de démarrer. Paris qui vendredi a battu Quimper dans un match très décisif, 87-69, match maîtrisé de bout en bout. Ça a été un peu le cas sur tous les matchs. La victoire dimanche contre Rouen, parce que finalement le match s'est bien joué. Paris-Rouen 103-89. Et puis la victoire contre Vichy-Clermont, facile victoire encore une fois, 99-74 mardi à la Carpentier. 3 matchs à domicile, 3 victoires. Lilian, sur cette série de victoires, toi, c'est quoi le premier élément, le premier sentiment que tu as après ces 3 matchs? C'est que Paris devient intraitable en cette fin de saison. On le savait, c'était déjà le cas à domicile depuis tout le reste de la saison. Là, pour le coup, c'était une vraie constance chez Paris, même en l'absence de public. Paris ne lâchait que très rarement des matchs à domicile. Et là, sur cette série qui était ô combien importante, il y avait notamment un match contre Quimper qui fait partie des grosses équipes de championnat. Et Paris a parfaitement géré le coup. Pourtant, il y avait 3 matchs en 5 jours. Donc, il y aurait pu même y avoir un petit peu de fatigue, notamment sur le dernier match contre Vichy-Clermont. Mais non, ça s'est clairement pas ressenti. Et le mieux sur ces 3 matchs, c'est que Paris a été, comme je l'ai dit, intraitable. Ils n'ont laissé aucune chance à leurs adversaires d'espérer entrevoir la victoire à la Halle Carpentier. Donc, c'était très satisfaisant. On le disait en off, c'est peut-être un peu tard, mais bon, vaut mieux tard que jamais. Donc, on verra si peut-être que cette fin de saison en trompe payera à l'issue de la dernière journée. Ah, c'est sûr qu'on parle d'une équipe intraitable qui, à part Rouen où où il y a égalité à la mi-temps, globalement, il n'y avait même pas match à la fin du premier quart-temps, quoi. Il y avait déjà un écart pour Paris, ce qui est déjà arrivé cette saison et notamment à domicile. Mais cette fois-ci, Paris s'est pas laissé emporter par les événements et a tenu son match d'une main de maître. Contre Rouen, c'est juste qu'après un mi-temps, défensivement, elle n'est pas bonne. Par contre, offensivement, c'est parfait. Et puis ils ont pas craqué. C'est vrai qu'on l'avait dit dans l'épisode précédent, le match contre Fos, la défaite contre Fos avait sûrement un caractère éliminatoire un peu pour cette montée. Et les résultats autour en Pro B font que Paris reste quand même en vie dans cette fin de saison. Et il reste en vie surtout parce que ils ont une équipe qui commence vraiment, à ce qu'on dit, à retrouver de la constance dans ses performances. Et c'est pas seulement par des victoires, mais ça passe vraiment par maîtriser un match de A à Z. Franchement, depuis 2-3 semaines, alors il y a eu Fos, mais il y a eu Saint-Chamond avant ces 3 matchs-là. Paris est sur 4 victoires consécutives. Sur les 4 matchs, finalement, il n'y a pas vraiment match et on sent une équipe qui, même si elle est dans des temps faibles, se fait pas forcément remonter et gère beaucoup mieux les temps faibles qu'elle peut avoir. Ouais, puis au-delà des 4 matchs que tu viens de citer, Paris sont sur 9 victoires sur les 12 derniers matchs. Il n'y a que
Bah, Enfin, il y a que si j'ai Blois. mémoire, il n'y a que la double défaite contre Blois et celle contre Fos. C'est ça. Donc, ça montre un peu l'état de forme de Paris, qui est clairement la meilleure équipe sur cette fin de saison, qui gère le mieux cette saison chaotique en raison du contexte qu'on connaît. Les qualités athlétiques des joueurs, le fait qu'il y ait très peu de blessés, ça joue là en faveur de Paris. Et tu le disais, ouais, il y a vraiment désormais cette constance qui est permise en ce moment, si peut-être de temps en temps il y a des petites baisses de régime en défense. Mais là, Paris nous montre un peu un autre visage qu'on n'avait pas forcément vu jusque-là, c'est qu'il y a une adresse incroyable en ce moment. Ça tire à tout va. On a dépassé par 2 fois les 100 points sur les 3 matchs. Ou peut-être contre Vichy. Non, contre Vichy, il en Non, manque on est à un. 99. Voilà. Mais, et on met 87 points quand même à Quimper. Je veux dire là, Paris a une adresse phénoménale. Ça vient d'un peu partout. Évidemment, il y a eu l'énorme match de Sleva contre Rouen. Mais je veux dire, Juan Bégarin, il continue encore de prouver qu'il est devenu un shooter solide. Même Milan qui plante des tirs régulièrement en ce moment. Ryan aussi qui trouve désormais lui aussi un peu plus de constance dans son shoot extérieur. Donc c'est aussi intéressant de voir que Paris peut gagner ses matchs en attaque et pas uniquement par de la défense. Eh ben, justement, je voulais peut-être qu'on cite qu'on en parle un peu de cet aspect-là, parce que en préparant le podcast, je me suis rendu compte que Paris était devenu la deuxième meilleure attaque du championnat. C'est-à-dire qu'elle a complètement changé d'identité, cette équipe. Alors, je me souviens, on l'a quand même critiqué plusieurs fois dans ce podcast depuis l'arrivée de Ryan, que c'est vrai qu'il apportait offensivement des choses, mais qu'on trouvait que défensivement, le rapport entre ce qu'il apportait en attaque et ce qu'il n'apportait pas en défense était vraiment pas terrible. Mais en fait, maintenant, alors peut-être aussi parce que c'est via son intégration, qu'il a joué beaucoup de matchs avec l'équipe, qu'il est arrivé en cours de saison, qu'il a fallu s'adapter. Mais aujourd'hui, lui, Ryan Botchwright, c'est le métronome, en tout cas sur la série de matchs qu'on a depuis la mi-mai. Et ça fait que cette équipe se rapproche des 100 points quasiment à tous les matchs. Hein. Et tu le disais, même mettre 87 points à Quimper, enfin, c'est une performance, une grosse défense quand même, les Bélés de Quimper. Donc non, moi je trouve qu'offensivement, il y a l'adresse forcément qui va, mais on voit un basket absolument splendide depuis plusieurs semaines. Honnêtement, c'est un plaisir de regarder les matchs du Paris Basketball. Il y en a peut-être qui ont été chiants au début de saison. Honnêtement, là, si tu es simple spectateur et que tu vas dans ta salle et que tu regardes le Paris Basketball, honnêtement, j'ai envie de te dire que tu en as pour ton argent maintenant. Ouais, c'était déjà le cas en début de saison, mais parfois il y avait des grosses baisses de régime où vraiment l'équipe était plus capable de produire quelque chose en attaque. Mais après, c'est quelque chose, quand justement Ryan Boatwright est arrivé, c'est quelque chose auquel on pouvait quand même s'attendre. On parlait justement, là sur cette fin de saison, on parlait un peu de Paris comme l'équipe qui a la plus grosse puissance de feu, peut-être avec Fos. Et donc, ça se voit maintenant sur le terrain. Quand tu as des joueurs comme Ryan Boatwright, Nobel, Dustin, Juan, même certains qui peuvent prendre feu comme Milan de temps en temps. Donc, forcément, tu as t'as des munitions qui peuvent venir de partout. Donc, à un moment, quand ça clique, et forcément, l'attaque, elle roule sur les adversaires. Surtout qu'on sent quand même, il faut le noter, voilà, je le disais, Paris a un avantage physique sur ses adversaires. Aussi, il n'y a pas de blessure. Mais on sent que, voilà, un premier carton qui passe, un deuxième. Après, on sent que vraiment Paris prend la mesure physique de ses adversaires. On sent que toutes les équipes là, tirent un peu la langue sur cette fin de saison. Et Paris tire avantage de ça, notamment dans ces matchs où en deuxième période, les équipes, elles explosent en vol, littéralement. Ce qu'on peut faire peut-être, c'est passer peut-être sur des petits bilans individuels. Je pensais, on l'a cité, mais Dustin Sleva, qui, si j'ai plus le chiffre, je crois que c'est depuis le match à Aix-Maurienne où il fait 7 dévals, mais pareil, c'est un match que Paris a dominé de la tête et des épaules. Il n'a pas une évaluation personnelle sous les 15. Et on le voit là sur les 3 derniers matchs, notamment ceux qu'on vous débriefe aujourd'hui. C'est le leader, c'est le meilleur joueur de A à Z. Forcément, si on va avoir le match contre Rouen en tête, hein, mais si Paris a fait l'écart dans le troisième quart-temps qu'il n'avait pas réussi à faire en première mi-temps, c'est quasiment uniquement parce que Dustin Sleva avait
Ouais, c'est plus une main chaude à ce niveau-là parce qu'il était à 10 sur 10 au tir. Donc, c'était assez irréel et qui vient battre en plus de son propre record de points, le record de points du club sur un match. Enfin, il y avait beaucoup de symbolique et je trouve que sur cette fin de saison, bah, on l'avait déjà cité en mi-mai, fin avril, que bah, depuis Blois, en fait, le match à Blois, que Dustin Sleva est redevenu le joueur qu'on avait vu en janvier et qui était absolument phénoménal. Ouais, tout à fait. Après, le coach le rappelle souvent, quand l'équipe va bien, eh ben Dustin Sleva, il rayonne en fait. Et c'est ce qui se passe. L'équipe joue très bien. Et donc, Dustin Sleva, eh ben, lui, il performe au niveau qu'il avait pu nous montrer pendant comment dire, par segment dans la saison. Et là, depuis quelques semaines, il est tout simplement excellent, même si de temps en temps, il n'y a pas forcément une adresse au tir, on va dire, comme celle qu'on pourrait attendre d'un intérieur. Quand on regarde ses évals, même quand il a une mauvaise adresse au tir, il a des évals qui sont au-dessus de 15 à chaque fois, parce qu'il contribue tellement dans le jeu à faire tourner cette équipe qu'il est bon. Et on va peut-être croire que des fois, on en fait trop avec Dustin. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais des fois, on le cite toujours en MVP ou en joueur qui est indispensable à l'équipe. Mais en fait, c'est tellement comment dire, le good guy, le gars qu'on a envie qu'il réussisse quand on travaille avec lui, quand on le côtoie, il est toujours très, très aimable avec nous, très sympa. Donc forcément, quand il performe aussi bien sur le terrain, on a envie de s'emballer avec lui. Et puis là, on peut que lui tirer notre chapeau. Son match face à Rouen, c'était, comment dire autrement que c'était une masterclass, quoi. Ah, bah, totalement, totalement. Mais bah, on est peut-être vraiment élogieux avec Dustin Sleva, mais je trouve quand même que sa saison, elle est au panthéon de ce qui se fait cette année en Pro B, quoi. Il n'y a pas, il y a pas 5 joueurs qui font une meilleure saison que Dustin Sleva en Pro B en 2020-2021. Et c'est vrai que tu dis le good guy, le gars que tu as envie d'avoir dans ton équipe, parce qu'en fait, c'est pas qu'il a zéro défaut, mais quand même, sur son. Il est impliqué en défense. Enfin, il peut défendre quasiment tout. Et en attaque, il a le package complet, plus, franchement, il a un QI basket qui est quand même plutôt élevé. En fait, c'est le joueur le plus complet de cette équipe. Parce que maintenant capable de passer en plus, capable de créer pour les autres. Et c'est ça aussi qui fait sa force. Et il est même capable de se remettre en question parce que son match face à Rouen, voilà, il met ses 31 points, record du club. Mais quand il vient en conférence de presse, il dit il avoue qu'il a été soft en défense, notamment en première période. Où, on peut peut-être juste faire une petite parenthèse sur le match où il nous a dit que vraiment le plan de jeu de Paris, c'était verrouiller le backcourt de Rouen, qui avait fait très mal lors du match aller avec notamment Aike Eroegbu qui a fait pour sa première en Pro B, qui avait mis aussi 30 points à Paris, il me semble. Et donc, il a dit qu'il s'était vraiment focalisé sur les arrières de Rouen, au détriment un peu des arrières des intérieurs de l'équipe normande. Et dans ces intérieurs, il y a quand même Amin Stevens, qui est un des gros pivots de Pro B, donc qui a pu se régaler notamment dans ce match. Et il a fait son mea culpa en conférence de presse en disant que voilà, il a fait un très bon match en attaque, mais en défense, notamment en première période, il avait fauté et il l'a reconnu, quoi. Ouais, mais c'est ça aussi. Il sait où sont. Là, pour le coup, là où il n'avait pas été bon, il l'a reconnu très vite. Et tu sais, même dans la conférence de presse, on lui avait posé plusieurs questions, mais il est revenu sur cette défense plus que sur sa performance en attaque, qui était quand même la meilleure de sa jeune carrière professionnelle. Donc, tu sens que le garçon a quand même envie de progresser. Et là, je regarde dans les évaluations de la Pro B, il est 7e évaluation de la saison. Mais il y a des garçons qui sont pas plus hauts, par exemple, dans le classement MVP que lui. Donc voilà, moi, par exemple, je le mettrais dans mon top 5 assez facilement. Pas premier, mais top 5. Peut-être un autre joueur dont je voulais qu'on parle, mais je sais qu'on va en reparler en fin de podcast. On peut même faire une doublette, je pense, avec Joan Bégarin et Ismaël Kamagaté, qui, sur les 3 matchs en question, ont montré une régularité au très haut niveau qui a été vraiment. Je crois qu'Ismaël Kamagaté, alors non, mis à part Quimper, mais mis à part Rouen où c'est Dustin Sleva, mais Kamagaté depuis quelques temps, c'est genre la meilleure éval de l'équipe à chaque match, par exemple. Et je trouve que contre Quimper, c'était surtout là où je les ai vus le plus brillant entre guillemets.
J'ai trouvé que John Béguin et Ismaël Kamagaté avaient tiré l'équipe vers le haut. Parce que le début de match contre Quimper, il est serré et c'est eux qui ont mis de l'impact. Juan, il met ses tirs, forcément, il finit à 20 points. Ismaël, il prend ses rebonds, enfin, à l'intérieur, il est intraitable aussi. Et je trouve qu'ils ont un rôle vraiment essentiel dans cette équipe sur la fin de l'année. Alors forcément, ils l'ont eu tout au long de la saison, mais plus particulièrement depuis 2 semaines, où là, sur les 3 matchs, je trouve que vraiment, ils ont été au top sur 40 minutes, par exemple. Ouais, c'est vrai. Et peut-être bon, on a déjà beaucoup parlé de Juan cette saison, mais peut-être pour quelque chose que j'ai remarqué et que je faisais pas forcément attention avant. Tu vas me dire si tu es d'accord avec moi. Je trouve que Juan, maintenant, il prend souvent les premiers tirs des rencontres. Ouais. Et je trouve ça super intéressant qu'à son âge, bah, il a pas froid aux yeux. Il se dit, je suis titulaire, bah, c'est à moi de mettre des buckets. Et je trouve ça super impressionnant que c'est peut-être quelque chose qu'il faisait déjà en début de saison, mais que je n'avais pas forcément remarqué. Bon, parce qu'à force de l'observer, on essaye de chercher d'autres petites choses. Maintenant, on sait qu'il tire bien à 3 points. On sait qu'il, sur pénétration, quand il part sur sa main gauche, bonjour, au revoir. Donc, on essaie de dénicher des petites choses par-ci, par-là. Et j'ai trouvé ça super intéressant. Enfin, j'ai remarqué que ce fait-là, qui prend toujours les tirs en début de match, et c'est justement dans ces débuts de match que Paris a fait la différence à chaque fois dans les 3 rencontres. Donc, ça montre le rôle qu'il a. Et pour dire juste un mot sur Ismaël avant de te laisser la parole, c'est vrai qu'avec un intérieur, on peut souvent s'attendre à ce qu'il ait la meilleure évaluation du match parce qu'il va prendre pas forcément des tirs très compliqués, parce qu'il prend beaucoup de rebonds, mais il faut quand même le faire. Et c'est surtout qu'on pouvait se dire que souvent, voilà, les 3 jeunes, ils ont un peu d'inconstance d'un match à l'autre. Et là, en 3 matchs en 5 jours, il n'y a pas grand-chose à leur redire, que ce soit à Juan ou à Ismaël. Donc, c'est ça qui est impressionnant. Comme l'équipe, ils gagnent en constance et c'est super intéressant pour le sprint de la fin de saison. Alors, je reviens juste sur les tirs là, de jeunes que tu citais, qui prend beaucoup en début de match. Je suis d'accord, mais il le faisait en début de saison. Mais là où il y a une différence par rapport sur les 3 derniers matchs, c'est que les tirs en début, milieu de saison, tu sais, c'est du catch and shoot à 3 points dans le corner. Entre guillemets, des C'est des tirs. initiatives personnelles. Et je crois que c'est contre Vichy Clermont, où il prend un step back à 3 points sur la première ou deuxième action, un truc à 45 degrés, ça rentre. Et ça, c'est pas le même genre de tir que quand l'action se joue et que lui, il est à la finition dans son corner, qui sont des shoots. Dans les analytics, en tout cas, qui sont bons à prendre. Et dans les analytics, c'est des top shoots, tu vois. Donc, je trouve effectivement qu'il y a du changement parce que il a la balle en main et il est capable de se créer un tir, créer un tir extérieur, ce qu'il n'était pas forcément capable de faire il y a encore quelques semaines ou quelques mois. Et puis, sur Ismaël et du coup sur la constance des jeunes, ça va aussi, tu le dis, cette équipe gagne en constance. Mais moi, je pense qu'elle gagne en constance parce que ces jeunes aussi ont moins de bas très bas, des moments où ils sont vraiment à côté de la plaque. Là, je sais pas, Ismaël, je pense que c'est lui qui a le plus gros temps de jeu sur les 3 matchs. Honnêtement, il n'y a pas un moment où je me suis dit il est vraiment en dessous. Juan, encore moins, pour le coup. Je trouve il était encore plus performant. Et cette équipe, elle gagne en constance parce que ton 5 de départ, il est super constant. Et puis, ton banc, tu as Gauthier Denis qui met des tirs. Tu as Valentin Chéry qui est là pour défendre un peu. Tu retrouves aussi une profondeur de banc plus large avec le retour de Kevin Francis qui. Il y a quand même Sheck West, même s'il a très peu joué. Il est quand même, entre guillemets, là dans le groupe. Et je trouve que du coup, tu as des joueurs à la fois plus impliqués qui sont plus. Je sais pas, je trouve un sentiment vraiment d'équipe sur cette fin de saison que je sentais un petit peu, mais que je sentais pas autant. Là, je sens vraiment un groupe uni qui se dit bon, il y a qu'une seule chose à faire maintenant, c'est de gagner les matchs. Et pour gagner, il faut qu'on soit tous ensemble constants et qu'on soit tous à notre top niveau de performance. Lilian, si tu veux qu'on switch peut-être sur un autre match ou si tu avais un Ouais, dernier non, point. on peut peut-être terminer par un autre joueur. On va faire un peu. Enfin, je vais faire d'abord, après je te laisserai la parole. Je vais faire un petit peu mon mea culpa sur Nobel Bungukolo parce qu'on l'a, comment dire, on l'a T'es cool. sévèrement bousculé dans le dernier épisode, à juste titre, je pense. Et il nous a donné
nous a donné tort sur les 3 matchs qu'on a vus ce week-end. Et il a été. Alors, il n'a pas été incroyable, mais il a eu des moments où je me suis dit voilà, c'est le Nobel que je veux, qui est beaucoup plus scoreur maintenant avec l'arrivée de Botwright et qui a eu des moments, j'ai envie de dire, de presque un peu de révolte. C'est ce qu'on se disait en off, mais c'est comme s'il avait un peu écouté le podcast et qu'il disait les gars, je vais vous faire fermer vos bouches. Parce que là, vous m'avez énervé. Et genre, il y avait 5-6 minutes où je le sentais vraiment, ça cliquait. Et il était, que ce soit en défense, en attaque, il allait provoquer des fautes, il allait au panier. Je le sentais même, moi qui suis au bord du terrain pour prendre les photos, je le sentais même vraiment, comment dire, envieux sur le terrain. Vraiment avec l'envie de bien faire et tout. Donc, vraiment, c'est pas le grand Nobel auquel on peut s'attendre, mais moi, un Nobel comme ça pour finir la saison, je prends tous les jours et ça aidera grandement Paris. Ouais, bah, je me souviens, c'est ce qu'on se disait un peu lors du dernier podcast, c'est qu'on n'était pas très sûr qu'on verrait un Nobel Bonkolo à ce niveau-là, ou du moins un niveau de performance qui ferait que Paris espérerait monter. Et puis 3 matchs plus tard, tu te dis, bon, il y a quand même du très positif. Alors certes, il doit être à 10 points de moyenne, je crois, sur les 3 matchs. Il joue à peu près 20-22 minutes à chaque fois, mais bah, il a son 20, 12, 14 déval. Et il a moins de très bas comme il a pu avoir il y a un mois, il y a 3 semaines, quand on était vraiment moins, moins enthousiaste. Et c'est vrai que ses performances, je pense que bah, tu as forcément, je pense, la première mi-temps contre Quimper en tête, où vraiment, je trouve que c'est là où, sur les 3 matchs, il a vraiment été le, le plus éclatant, en tout cas, dans ce qu'il est capable de proposer. Et puis c'est son investissement défensif qui change beaucoup de choses, hein, dans cette équipe. Je regarde parfois quand il tente énormément d'aller intercepter des ballons, ça ne marche pas souvent, et souvent ça crée des décalages dans sa défense. Mais ce qu'il est capable de faire, en fait, s'il touche un ballon, juste en fait, ce geste-là suffit à embêter tellement l'adversaire que bah, tu peux récupérer la balle autrement. Et quand il est investi défensivement, parce qu'il a quand même des qualités athlétiques qui sont vraiment au-dessus de la moyenne, très largement au-dessus, c'est un joueur qui est vraiment intéressant et qu'on a l'impression de retrouver un peu dans ce qu'on a vu de mieux à Paris, un peu plus sur la saison 2019-2020. On parle de Sheck West ou pas du tout? Bon, bien sûr. Ouais, on parle Un de petit Sheck peu. West Il a quand quand même. même, il a eu sa Parce contribution. Donc, qu'il a eu sa contribution, puisque c'est quand même un peu l'événement du week-end, même du début de semaine. Sheck West qui est rentré en jeu, c'était contre Rouen dimanche, en première mi-temps. Et enfin, fin de premier quart, début de deuxième, il joue 3-4 minutes. Des minutes compliquées, je dirais, compliqué, ouais. pour être C'est gentil. peut-être ce qui a initié, on n'en a pas forcément parlé, mais c'est peut-être ce qui a un peu initié le retour de Rouen dans cette première période. Donc, ouais, voilà, ce n'est pas en même temps, on le fait. Franchement, j'étais très surpris que Jean-Christophe Rath le fasse rentrer à ce moment-là du match. L'écart était. Certes, il y avait un petit écart, mais Ouais, il y avait 5-7 points, c'était pas énorme, hein. voilà, c'était vraiment pas énorme. Donc, il l'a fait rentrer pour des vraies minutes. Bon, voilà, ça n'a pas été concluant du tout. Mais il s'est bien rattrapé face à Vichy, où là, il a eu des minutes dans ce qu'on appelle le garbage time, dans les 5 dernières minutes. Et ben voilà, il a mis son 3 points, il a failli en mettre un deuxième, il a fait une pénétration qui l'amène sur la ligne des lancers francs, là où il marque ses tout premiers points avec le Paris Basketball. Donc non, très bon, voilà, on en pense qu'on veut d'une fin de match où Vichy savait que Savoie est vaincu, où c'était joué, mais il a mis ses points et c'est du niveau Pro B, donc il faut quand même les mettre. Donc chapeau à lui. Ah, et puis, bah, alors c'était un petit événement de le faire, enfin, quand il est rentré à Rouen, voilà, on était un peu curieux. Je trouve que la hype, entre guillemets, sur le match contre Vichy, quand il est rentré, était beaucoup moins forte. Ouais, j'étais assez surpris d'ailleurs. Et puis, tu le vois quand il a quand il a cette pénétration pour aller chercher les lancers, au moment où il a la balle dans les mains et il entame son drive, mais la salle elle s'est levée déjà. La salle elle s'est déjà levée, il avait à peine touché la balle. Et bah, il va chercher son lancer, il met ses points, tout le monde applaudit.
Mais là où ça a explosé, il faisait une chaleur, une chaleur monstrueuse dans cette salle mardi. Et quand il met son 3 points, tout le monde se lève, tout le monde crie. Des ambiances comme ça à Carpentier, on n'en a pas vu beaucoup. On n'a pas vu beaucoup sur des tirs aussi random que ça en plus. Tu vois, et là, c'est vrai que ça amène un peu de folie dans cette fin de saison. Ce que je pense le Paris Basketball imaginait avec l'arrivée de Sheck West en le prenant. Hein. C'était pas non plus pour beaucoup plus que ça. Mais en tout cas, voilà. Moi, tu vois, par exemple, s'il s'arrête là et si Jean-Christophe Fred le fait pas rejouer de la saison, je trouve que quand même son passage est réussi. Tu vois. J'allais dire que là, rien qu'avec son match contre Vichy, le pari est réussi en fait. Et voilà, non, Et quand on voit aussi voilà, tu le disais, comment la foule réagit en match, mais même après les matchs, c'est une folie. Le nombre de gens qui vont pour prendre une photo, un autographe. Enfin, je veux dire, aucun joueur du Paris Basketball n'a ce traitement. ça. Non, Ça ça, c'est montre sûr. l'écho que ce recrutement qu'on peut qualifier de bling-bling, qu'on peut qualifier qui ne sert à rien, enfin, on le qualifie comme on veut, mais le coup de com' pardon, du club est réussi en tout cas. Le coup de com' du club est réussi. Il y aura peut-être un autre coup de com' qui sera réussi cet été quand même. On peut finir peut-être le podcast sur ça. C'est l'annonce de la candidature officielle à la draft 2021, la NBA Draft 2021 de Jeanne Bégarin, qui s'est inscrit, je ne sais plus, c'était dimanche, juste après le match contre Rouen. Oui, ça a C'est été. On a eu l'info d'un insider US dimanche soir. Voilà, donc là, c'est l'agence Comsport via Bouna Ndiaye qui a annoncé les candidatures de 4 jeunes de leur agence, dont Jeanne Bégarin. Il y a eu Gobesson aussi de Saint-Quentin qui fait partie de la liste. Il y a Kenny Baptiste du Mans et il y avait Yohan Makoundou de Cholet, quand même des gros noms, des championnats français. Effectivement, on va rester sur Jeanne Bégarin. Peut-être un mot du coup, parce que ça officialise, là, la liste est tombée, pour nous dans la journée, on est mercredi. Ismaël Kamagaté, du coup, ne sera pas candidat à la draft 2021, mais Jeanne Bégarin, il sera. Voilà. Ta réaction un peu là sur Ouais, cette draft? on s'y attendait. Hein, c'était pas un secret C'était de plus un Polichinelle. secret depuis. Voilà. Il s'y prépare depuis maintenant 2 ans. Et au vu de sa progression, c'était plus que logique qu'il y aille. Après, voilà, on sait qu'en venant de Pro B, ça ne sera pas forcément évident. Il y a un joueur français qui s'est fait drafter en jouant en Pro B. C'était, Pour moi, c'est Cordigné. il n'y avait pas Evan Fournier aussi? Non. Je crois qu'il est en pro. Je crois je sais plus. C'est un des deux. Il me semble que c'est Cordigné avec Antibes. Voilà. Bref, c'est très rare. Donc voilà, il sait la tâche qui l'attend. Et pour lui, en fait, le calendrier va être serré. Pour lui, les vacances, ce ne sera pas le 11 juin. Ce sera le. Non. En fait, il n'aura pas de vacances du tout. Il n'aura pas de vacances. S'il est drafté, il n'aura pas de vacances du tout. C'est clair. Parce que là, du coup, la saison de Paris, si tout va bien, se termine le 11 juin. Dès la semaine du 20 juin, il y a le draft combine, donc qui est en quelque sorte comment on va qualifier ça? C'est une semaine où tous les joueurs candidats à la draft se retrouvent pour faire des tests physiques, des tests aussi, comment dire, des entretiens avec les franchises, pour se confronter les uns aux autres. Donc pour lui, ça sera très important, notamment pour se confronter face aux universitaires américains, voilà, qui ont un peu, voilà, on va dire un avantage par rapport aux prospects européens parce que tout simplement ils sont américains et que les franchises NBA vont plus facilement se tourner vers des joueurs universitaires. Donc pour lui, ce sera important de faire la différence à ce moment-là. Et puis après, il y aura pendant tout le mois de juillet, il y aura des workouts avec les franchises, des entretiens individuels. Donc voilà, il va rentrer dans tout un processus bien complexe de la draft. Mais après, à noter qu'il pourra toujours se retirer. C'est quand même important à noter. C'est une semaine avant la date officielle de la draft qui est prévue le 29 juillet. Donc, si jamais il y a des mauvais échos de la part des scouts, de la part des franchises, il peut toujours choisir de ne pas se présenter et d'attendre un an. Quelque chose qu'il faut noter aussi, du coup, avec cette candidature officielle à la draft,
c'est qu'on le verra sûrement pas avec l'équipe de France U19 Voilà. en Lituanie pour la Coupe du Monde qui était prévue en début juillet prochain. Parce qu'il y avait des stages qui débutaient même cette semaine, il me semble. Il y avait un Oui, stage. ça aurait été déjà peut-être compliqué parce qu'il y avait juste. Oui, c'est la semaine prochaine. Non, je crois que ça commençait le 1er juin, Ouais, non, c'était ces c'était stages-là. lundi. Hein, c'était lundi. Qu'il y avait Voilà. un premier bout de stage pour les joueurs, en tout cas, qui jouaient plus Qui rien, était présélectionné, quoi. qui étaient présélectionnés et qui pouvaient se déplacer. Du coup, Jeune Béguin ne faisait pas ce prestage. Il y avait un deuxième stage avant la Coupe du Monde qui était prévu, si je ne dis pas de bêtises, autour du Draft Combine. Je crois même que c'était la semaine du Draft Combine. Donc, en fait, globalement, il n'aura pas fait les stages. Euh, à mon avis, il sera plus aux États-Unis qu'en Lituanie au moment où il y aura la Coupe du Monde des U19. Oui, c'est certain. Voilà. Donc, je pense qu'on peut faire une croix sur sa participation. Surtout qu'il y a quand même une fin de saison qui arrive tardivement. Il va falloir quelques jours de repos avant de pouvoir aller aux États-Unis et démarrer le Draft Combine. En tout cas, voilà, pas trop de surprises. C'était le plan de départ, c'était qui se présente à la draft cette saison. C'est le cas. Aujourd'hui, il est annoncé deuxième tour. Je pense que la draft va énormément se jouer au Draft Combine cette année parce que les scouts ne sont pas trop venus à Paris ou même en Europe. Donc, les prospects européens tels que Bégarin, je sais pas, que Makoundou, que Besson, que Mathieu Gauzin aussi qui s'est inscrit aujourd'hui à la dernière minute, vont pouvoir montrer en fait leur talent sur le draft combine. Et je pense que justement, tu disais, c'est une semaine où tu fais des tests physiques, tu montres un peu comment tu joues. Sur les tests physiques, il y a aucun doute sur le fait qu'il soit dans le top tiers, on va dire, dans les athlètes, que ce soit dans les déplacements, que ce soit en saut, que ce soit dans beaucoup de choses. Il est quand même très bien épais, Bégarin, pour son poste. Non, non, plutôt évidemment satisfait et c'est qu'une première étape dans ce qu'on va appeler les choses sérieuses hein, pour jeunes qui vont arriver cet été. Et pour rajouter juste un mot, c'est vrai que le draft combine, alors il est toujours important pour les Européens. Encore plus voilà, cette année où les scouts n'ont pas forcément pu se déplacer à leur guise, où ils n'ont pas forcément pu venir en Europe. Mais même pour les joueurs universitaires, il y a quelques universités qui n'ont pas joué cette année à cause du contexte sanitaire. Donc, il y a eu donc forcément, même les universitaires américains vont vouloir prouver à ce moment-là. Donc, ça va vraiment être une lutte féroce, je pense. Donc voilà, et comme tu le dis, c'est que le début, et c'est le début d'un long été pour Juan Bégarin et un long été qui sera déterminant pour la suite de sa carrière. Mais on en reparlera, je pense, dans des podcasts un petit peu plus spécifiques qu'on vous garde pour après la saison. Ouais, non, cet été, il y aura des choses sur John Béguin, vous vous inquiétez pas sur sa draft. En tout cas, il reste des matchs à jouer quand même. On va faire le petit programme avant de clôturer cet épisode. Il y a un match hyper important, hyper important. Tous les matchs sont importants, mais alors celui-là, s'il était à cocher, il serait à cocher. C'est le déplacement à Nancy de vendredi soir, 18h30, si je ne dis pas de bêtises, Oui. Lilian. Voilà, 18h30 vendredi soir pour Paris Basketball. C'est win or go home. Globalement, ce match, tu perds, tu oublies complètement définitivement la montée en Jeep Elite. Voilà, donc ça, c'est le match qui arrive. Après, il y aura la dernière réception de la saison qui sera contre la Lanterne Rouge Poitiers. Un match piège, attention, un match piège, même si Poitiers est vraiment pas bien sur la fin de saison, forcément, en même temps, ils sont derniers, mais ils perdent beaucoup, beaucoup de matchs. Mais on a vu, hein, Paris au match aller avait perdu contre cette même équipe de Poitiers, donc match forcément un peu piège. Et puis on bouclera la saison le 11 juin, vendredi 11 juin, et ce sera un déplacement à Lille, dans un match où Lille n'a plus grand-chose à jouer non plus. Lilian, si tu as un dernier mot, on va clôturer ce podcast. Eh ben, juste pour vous dire que je serai à Nancy vendredi. Donc, on fera un live, on vous dira tout. Donc, suivez-nous. Amarassi pourrait jouer. Et Ça, on l'a Amarassi peut-être. pourrait jouer. Donc, Amarassi voilà, pourrait jouer. que de raisons. Qu'on n'a pas trop noté. Avant de finir, je vous rappelle toujours nos réseaux sociaux. Twitter, c'est ParisB-8OnAir. Facebook, c'est Paris Basketball On Air. Vous allez tout retrouver là sur les prochains matchs. Je ne sais pas si on va faire un podcast encore la semaine prochaine
voir si on fait les 3 matchs d'un coup. Bref, on vous Ça tient. dépendra peut-être des enjeux qu'il y aura. C'est ça, voilà. Je pense que ça aidera aussi. En tout cas, voilà, n'hésitez pas, tout sera sur le site, tout sera à retrouver évidemment sur nos réseaux sociaux, etc. Comme d'habitude, on vous invite à liker le podcast, à mettre les 5 étoiles sur Apple Podcast pour nous aider sur le référencement. Si vous avez aimé, ça fera aussi partager un peu à d'autres qui ne connaisseraient pas le podcast. Et puis, les pouces bleus sur YouTube aussi, ça nous aide évidemment. Voilà, et puis nous, on va se retrouver soit la semaine prochaine, soit dans un peu plus longtemps pour le prochain et peut-être dernier épisode un peu d'actualité des matchs du Paris Basketball. Merci Lilian, merci à nos auditeurs et à la prochaine. Ciao. À plus.